que les gens ne veulent pas mourir. Seulement la France est plus malade que les autres parce que tout ce monde qui se répand aujourd'hui et qui s'impose est le contraire de la France. Quand on a tout un peuple qui se laisse suicider par ces élites, c'est quelque part un suicide. Si vous voulez, la déchristianisation de la France a été une catastrophe. Le catholicisme était une des dernières résistances à la société consumériste, premièrement, et que deuxièmement, c'était aussi la dernière résistance à l'islamisation. Il faut simplement affirmer que le catholicisme est les racines de la France. Tout le monde est affolé face à ce tsunami, vous voyez, destructeur. Même l'islam. Amis de TV Liberté, bonjour. C'est l'heure de filer au cinéma en compagnie de nos amis Frédéric Pic et Maxime Gabriel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Une très belle récolte dans vos paniers à tous les deux. Frédéric? Une récolte, elle peut être abondante, mais pas automatiquement. Il y a des fruits mûrs et il y a des fruits pourris aussi. Je commencerai par les choses que j'estime un petit peu... un peu de soleil. Oui, aussi. Je commencerai par les films, disons, à ne pas voir, quoi. Évitez de perdre votre temps et votre argent. Par exemple, Joker, qui est un film avec John Statham. Donc John Statham, le fameux qui passe son temps à se bagarrer, etc. Ça se passe à Las Vegas. C'est d'une bêtise, c'est d'une niaiserie. Il n'y a pas de scénario. Les bagarres sont mal faites. C'est vraiment un sous-produit. Bon. Alors ça, c'est déjà Exit, absolument. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors, il y en a un autre qui aurait pu être bien, mais qui est très lassant, c'est The Cut, qui a été fait par Fatih Akin. C'est une histoire classique, puisqu'on a déjà parlé dans d'autres films qui étaient, à mon avis, mieux faits, sur le génocide arménien. Donc c'est joli, les paysages sont jolis, c'est bien fait, mais c'est lent, ça se traîne, et en fait... Au total, c'est raté. C'est dommage parce que c'est bien interprété, les montagnes, les déserts, tout ça, c'est joliment fait. Et puis c'est sinistre tout de même. Ah bah c'est toujours un peu sinistre. Je ne dis pas qu'on voit le génocide. Non, on voit pas les égorgements. Non, c'est en fait un village où ils sont tous les deux, où vous avez les Arméniens et les Turcs qui sont ensemble. Et du jour au lendemain, évidemment, ça devient des ennemis puisque c'est pendant la guerre de 14-18, puisque comme excuse, les Turcs disaient mais oui, mais l'Arménie, ils sont à côté des Russes. Comme les Russes étaient leurs ennemis dans les alliances, ils vont nous trahir, etc. Et puis en fait, à l'ouest... Et la question de religion, les Arméniens étant... Oui, non, mais c'est ce qu'ils disaient. Et puis à l'ouest, ça ne les a pas empêchés de massacrer, donc c'était une excuse. En fait, il fallait que les musulmans tuent les chrétiens, ce qui n'est pas nouveau sous le soleil. Hein. Bon. Donc, malheureusement, c'est un beau sujet. Il y a des belles... Il y a des belles choses. Pas ratées, je dirais, mais lassant, on se lasse, et c'est dommage. C'est dommage. Donc, un peu raté, si on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le film Benabar, on s'en fout, on n'y va pas. Donc, si on veut. Donc The Cut, l'Arménie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, il y en a un que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est Loin des hommes. Ah ben si, on va revenir quand même sur ce à pas voir. Alors, SK1, pour moi, c'est raté. SK1, c'est Serial Killer numéro 1, c'est l'histoire de Guy Georges. Pourquoi c'est raté? D'abord parce qu'on connaît la fin, donc il n'y a absolument aucun suspense. Je peux vous dire que vous avez des émissions de télévision qui reparlent, vous savez, de procès anciens, etc., qui sont remarquablement faites, qui sont 10 fois meilleures que ce film. Je les regarde. Alors, Raphaël, personnage, est pas mal dedans, mais on s'ennuie, on les voit dans leur bureau, dire on va le chercher, on va prendre, etc. La seule chose, c'est que l'interprète noir, là, qui a un nom un peu impossible, mais Nian, je me souviens de son nom, pas de son prénom, joue remarquablement, mais le film n'a absolument aucun d'intérêt. Bon. Les bons films. Par contre, les bons films, Loin des hommes avec Viggo Mortensen, qui est un excellent acteur. C'est un film qui est tiré d'une nouvelle de Camus, que je n'ai pas lu malheureusement, donc on est en plein dans l'humain. Mais c'est très très bien fait. Alors d'abord, c'est l'histoire d'un ancien officier, armée française, qui avait combattu d'ailleurs en campagne d'Italie, et qui est là, qui est au fond d'une vallée, qui fait l'école, comme beaucoup, instituteur auprès des petits Arabes.
Alors, vous avez... On a un peu oublié ça, c'est bien de le rappeler. Tout à fait. Donc c'est un film qui est bien fait pour ça. Mais c'est Camus, qui était toujours pris entre ma mère et la justice, comme il disait, qui tente... Bon, qui était un peu entre le marteau et l'enclume. Qui était un honnête homme. Mais qui était un honnête homme, absolument. C'était pas Sartre. Non. Et c'est pour ça que ce film est très bien fait, parce que c'est une nouvelle de Camus, c'est très intéressant. Donc cet officier-là donne... Et tout d'un coup, il voit des gens arriver, des policiers français qui lui disent, voilà, on a quelqu'un qui a tué, c'est un arabe, il a tué son cousin, etc. Donc il doit être jugé, il va être vraisemblablement condamné à mort, tu l'amènes au village là-bas. Donc il dit oui, il dit non, et puis finalement il se dit, je vais lui donner un répit, je vais dire oui, parce que lui, il est un peu comme Camus, non violent. Oui. Et ils traversent, il leur arrive un certain nombre d'aventures, puisqu'ils sont pris par des maquisards FLN, qui sont attaqués par l'armée française, etc. C'est un côté un peu western, parce que les vues sont... rien que pour les vues, les Djebel, c'est absolument magnifique. C'est remarquablement joué, c'est très humain, c'est très beau, parce qu'en même temps, à la fin, il réussit à se dégager de toutes ces embûches. Et il dit à l'autre, bon, bah écoute, vis ta vie, va dans le désert, etc. Enfin, vous verrez, je ne veux pas dire la fin. Non, non. C'est vraiment un très très beau film, très sensible, très humain, non manichéen. Très bien. Et où on montre ce que c'est qu'une guerre, parce qu'à un moment, ça c'est intéressant quand on voit l'officier français. 2 anecdotes, à un moment, il se retrouve en face, il tombe dans les bras de l'un de l'autre, parce que le rebelle algérien est quelqu'un qui avait fait monter Cassino avec lui. Et ça, ce sont des choses qui sont arrivées. Donc vous voyez cette espèce de terrible... problème qui se posait. Ça, c'est un beau film. C'est un film qui aurait plu à Volkov, à Vladimir Volkov. Ah, sûrement. Et Viggo Mortensen est vraiment époustouflant là-dedans. Très bien. Un autre bon film, je ne sais plus. Les Nouveaux Sauvages. Ah, Les Nouveaux Sauvages, oui, dont on parle beaucoup, de Damien Siffraun, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, moi, je n'aime pas qu'on le compare à Dino Risi. Parce que Dino Risi, c'est vrai, quand il faisait les monstres, les nouveaux monstres, etc., c'était du cinéma très cynique, mais non violent. Alors c'était très dur mais cynique, ça faisait rire, sourire, il y a des gens qui sont totalement hermétiques au cinéma cynique. Là il y a du cynisme mais il y a aussi de l'extrême violence. Alors vous avez l'histoire de l'avion qui est un peu avant le générique, ensuite vous avez une partie avec deux personnes qui s'engueulent un peu en voiture sur l'autoroute et ça se termine dans des combats, etc. Ça, c'est trop violent à mon avis. Les autres, il y a vraiment des bons sketchs. C'est cynique, mais c'est la différence entre l'italien raffiné et l'argentin, parce que c'est un film argentin qui est quand même un petit peu plus rentre dedans. Mais quel est le sens ? Ah ben, le sens, il n'y en a pas, c'est très différent, hein. Ce sont des sketchs. C'est tableau d'une époque ? Oui, 5 sketchs, oui, tout à fait. Vous en avez une, par exemple, oui, c'est tableau d'une époque, quelqu'un qui est là, qui est un dynamiteur professionnel pour les immeubles, etc., qui se retrouve faire enlever sa voiture, ça peut nous arriver. Il arrive, il dit non, mais c'était pas marqué au sol, on lui dit mais il faut payer. Et puis, ça lui arrive une deuxième fois, il pète les plombs, finalement, il va dynamiter le truc. Donc, vous voyez, vous avez des choses totalement différentes. Et il y en a un sketch qui est très très bon sur le mariage, sur un mariage qui se passe très très mal et qui se termine d'une façon assez originale. Bon. Ce sont des faits de société avec une assez violence psychologique, mais vraiment c'est amusant, c'est vraiment un film à voir si on admet un peu le cynisme et le deuxième sketch est quand même violent, attention. Bon, et bien alors, 2 bons films, Les Nouveaux Sauvages et Loin des Hommes. Merci. Et les autres à exclure, ne perdez pas votre argent. Merci Frédéric. Et donc, on peut éviter The Cut, Joker et SK1. Oui. Et Maxime ? Alors, moi, j'ai retenu 2 films. Moi, je ne suis pas aussi méchant que vous, Frédéric, et je ne voudrais pas polluer nos amis téléspectateurs avec des films négatifs, même s'il y en a effectivement beaucoup. Moi, 2 films que j'ai bien aimés ces derniers jours, c'est Whiplash, dont on avait déjà parlé ici il y a plusieurs semaines. Oui, Laurent Dandrieux. Avec Laurent, qui est vraiment un excellent film, qui passe encore, qui, je crois, même a un certain succès, puisqu'on voit des cinémas qui continuent de le programmer et les salles sont pleines, ou presque pleines. L'histoire est assez... original, puisque ça se passe de nos jours. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui intègre une prestigieuse école de musique à New York et qui rêve de devenir un jazzman, mais à la basse, ce qui est une approche assez rare du jazz. Et puis c'est un des petits jeunes, et puis il est détecté par le patron de l'école, qui est un grand musicien, et petit à petit, il rejoint l'orchestre un peu senior, si vous voulez, parce que dans l'école, il y a un orchestre par promotion, et puis il en veut, bien entendu, il cherche à se dépasser pour progresser, et le professeur cherche à le faire se dépasser. Alors c'est un professeur qui est
assez caricatural, qui est d'une extrême violence, qui insulte en permanence ses élèves, qui n'hésitent même pas à les frapper ou en tout cas à les violenter d'une certaine manière, y compris psychologiquement. C'était comme ça qu'on enseignait jadis. C'était comme ça qu'on enseignait jadis. Et on va avoir un film Foxcatcher qui va être un peu la même histoire dans le sport. Exactement. Oui, c'est ça, oui. Et donc, ce musicien, il va lui arriver toute une série de choses. Et donc, la question qui se pose, c'est va-t-il réussir à devenir un grand musicien ou va-t-il être un raté? Donc, le film aborde les différentes options qui se présentent. Vous ne donnez pas la fin au héros, donc je ne donne évidemment pas la fin. Mais ça se termine comment? Non. Mais ça se termine, c'est déjà bien, il y a tellement de films qui n'ont ni début ni fin, là il y a un début et une fin, c'est déjà extraordinaire. C'est un film qui peut être assez déroutant au départ, on ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe, on est un peu gêné par même le vocabulaire qui est employé, et puis petit à petit les choses se font et on comprend le sens de l'histoire qui est assez touchante. Voilà. Donc moi qui suis pourtant pas un grand amateur de jazz, j'ai aimé le film, donc n'importe qui je pense peut l'aimer. Le deuxième film, qui est beaucoup plus confidentiel à mon avis, c'est The Queen and the Country, littéralement la reine et le pays. La campagne? Alors, non, plus le pays, je pense. Parce que campagne, c'est countryside. Oui. D'accord. Alors, c'est l'histoire, ça se passe pendant la guerre de Corée, en Angleterre, dans la banlieue de Londres ou à Londres. On a deux jeunes garçons qui arrivent, un est le héros et l'autre le retrouve à l'armée. Ils arrivent à l'armée, ce sont des jeunes conscrits, et ils vont faire leur classe, sauf qu'au lieu de partir en Corée, ils ont la chance de devenir instructeurs de dactylographes. Donc ils apprennent aux autres soldats à taper à la machine. Alors il y a des scènes d'une cocasserie assez amusante, puisqu'ils ont en même temps un regard très décalé, très distancé sur l'armée. Ils n'hésitent pas à être un peu je dirais pas les bouffons de service, mais presque. Ça ressemble un peu à MASH? Non, pas du tout. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas très souvent au cinéma. Et puis se greffe là-dessus une histoire d'amour, même des histoires d'amour, puisqu'on a notre héros. Alors évidemment, c'est un film anglais, donc le héros est le beau gosse, l'autre est moins beau, et sa famille habite sur une île qui s'appelle le Sphinx, juste à côté de Londres. Donc on y va en barque, c'est assez audacieux. Et lui rencontre pendant une permission une femme qu'il voit au concert. Il la voit de dos, il tombe amoureux d'elle. Il va la revoir. Il y aura une histoire d'amour qui va se tramer entre les deux personnages. Mais en fait, les deux ne se connaissent pas. Donc il lui donne un nom, elle lui donne un nom. Ils flirtent ensemble. Et puis, je ne dis pas comment les choses se terminent, mais c'est une histoire qui est à la fois assez onirique, un peu poétique, assez troublante, complètement... Et à un moment, il la voit de face quand même. Oui, non, et bien sûr, il la voit de face. C'est une histoire qui est un petit peu... qui n'a pas... qui est un peu ni queue ni tête, d'une certaine manière, mais qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne dans cette atmosphère de film anglais, qui tient un peu d'une série B parfois des années 80 sur l'armée avec le sergent instructeur qui, à chaque fois que quelque chose est mal fait, invoque le code militaire, article 82, alinéa 7, pour dire qu'il a fait telle chose à telle heure et que c'est mal et qu'il faut passer en cour martiale, etc. Enfin, tout ça est presque grotesque. Donc il y a des moments de rire, de bouffonnerie, des moments beaucoup plus émouvants d'histoire d'amour. On plonge dans cette société des années 60 anglaise, qui est un mélange entre un peu l'Angleterre d'autrefois et en même temps une forme de modernité, qui est aussi un mélange, on le voit, de différentes classes sociales, donc qui se rencontrent d'une certaine manière sous différents biais. Et puis, il y a ce moment qui est assez magique. Et pourquoi ça s'appelle The Queen and the Country? The Country, puisqu'évidemment, c'est l'histoire d'un pays, le pays qui est en guerre, donc l'armée, le drapeau, etc. Et puis, c'est la mort du roi et l'arrivée de la reine, l'actuelle reine, Elisabeth II. Et on voit son couronnement à la télévision. On suit la télévision en noir et blanc. La famille achète même une télévision pour suivre à la BBC le couronnement. Donc, il se passe évidemment des choses en lien avec ça. Et il y a un sergent instructeur en fait qui est tout à fait favorable au roi. Le ressort psychologique des personnages est quand même assez travaillé. On comprend que c'est un homme qui a été complètement déboussolé dans sa vie et la seule chose qui le tient, c'est le code militaire, le roi et le pays. Voilà. Et à partir du moment où il perd ça, à partir du moment où ces jeunes lui disent c'est fini, il n'y a plus de roi, c'est la reine,
il est fini. Voilà. Donc quand on est déboussolé, on devient royaliste. C'est la conclusion. C'est pas tant royaliste, c'est qu'on s'attache à un certain nombre de symboles. Je voulais juste rajouter, si je peux. C'est une réflexion qui mérite. Nous sommes le 21 janvier. Merci Frédéric. La mort de Louis XVI. Et c'est un jour. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en effet, l'absence d'un certain nombre de règles provoque quand même quelques catastrophes. Vous me dire, ma chère Anne, qu'on fête aujourd'hui, ou en tout cas en ce moment, les 200 ans de la chapelle expiatoire, donc double raison d'y aller, l'anniversaire de la mort du roi, bien entendu, du roi Louis XVI, oui. Et le bicentenaire de la chapelle, qui est donc ouverte de façon un petit peu plus régulière. Ça, vous allez peut-être nous le dire dans une autre chronique. On en parlera dans une chronique après. À propos de téléfilms et de séries, j'ai pensé à vous en regardant cette nouvelle série de ces femmes militaires qui ont participé à la guerre de la Deuxième Guerre mondiale dans les télécommunications et dans l'agence secrète, dans le service secret. Et elles sont 4 femmes très marrantes, très intelligentes, très finaudes, et elles découvrent des tas de choses contemporaines. Vous n'avez pas vu ça? Je ne l'ai pas vu, mais c'est intéressant parce que vous savez, on a tendance à décrédibiliser le rôle de la femme pendant la guerre. Alors je ne dis pas que la femme était le grand héros de la Seconde Guerre mondiale ni des guerres en général, mais elles ont été courageuses. Elles ont pris le relais, et je pense que bien souvent on les met à part pour avoir des grands films de guerre. On avait parlé de Fury il n'y a pas très longtemps. C'est l'homme qui va et qui tue tout le monde pour sauver son pays. Parce que les films de guerre ont un intérêt quand on voit la guerre, et la guerre est faite par les hommes, mais derrière évidemment toutes les femmes qui l'ont fait, par les hommes, et qui étaient à Fat et dans l'infirmerie, et même certaines qui combattaient, mais enfin c'est assez rare. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de mêler les deux, mais c'est vrai que. Mais dans les services secrets, elles étaient là et elles œuvraient. Oui. Et elles sont de plus en plus nombreuses dans la L'intérêt de ce film, c'est qu'on les voit agir des années plus tard. Voilà. Juste un petit mot, parce que c'est une double omission. Une double mission. Il y a un film qui s'appelle Bébé Tigre. Alors, omission, je n'en ai pas parlé, et deuxième omission, je ne l'ai pas vu. Et je ne veux pas aller le voir parce que c'est encore un film comme Samba, qui a eu malheureusement du succès, qui est encore un film où on fait le panégyrique des délinquants, qui sont les clandestins, parce que le clandestin, il rentre dans notre pays sans autorisation. Et c'est sans arrêt, maintenant, à peu près une fois par mois, on va avoir des films qui nous disent que c'est merveilleux, c'est extraordinaire d'avoir tous ces gens qui rentrent chez nous sans notre autorisation. Mais comme vous le savez, c'est notre avenir, Frédéric. Donc, voilà. Donc le matraquage doit se faire de façon chronique, tous les mois. C'est pour ça que je voulais expliquer que je ne vais plus voir ces films-là, comme je connais le sujet, parce que c'est traité, ce sont des films de propagande. Mais vous faites bien de nous le dire. Merci, Frédéric. Alors, je résume. La reine, The Queen and the Country. Ça passe dans très peu de cinéma. La reine et le pays. Ça passe. On pourrait le traduire peut-être pour la reine et pour le pays. Vous avez raison. Loin des hommes et les nouveaux sauvages. Oui. Et Whiplash. Absolument. Et moi, je rappelle que nous allons recevoir bien la prochaine émission le réalisateur de M et le troisième secret, qui est donc un film sur les apparitions mariales et sur ce troisième secret qui a été révélé à Fatima, à ces petits paysans portugais. Et qui est un très beau film, très intéressant à conseiller à ceux qui sont très loin de la religion, comme à ceux qui connaissent un peu ces apparitions, parce qu'on y apprend vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous les deux. De rien. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, nous avons la chance de recevoir ce matin pour notre rubrique Livres, Jean Descartes. Merci Jean Descartes d'être venu. Vous avions reçu pour la saga des favorites. Vous avez offert une saga des reines, 12 souveraines de légende à la conquête du monde. Et ce matin, nous allons évoquer ce très beau livre, Le sceptre et le sang,
Rois et reines dans la tourmente des 2 guerres mondiales chez Perrin. Le bienheureux hasard fait que nous enregistrons cette émission le 21 janvier, date importante, date souvenir de la mort du roi Louis XVI. Quelle est votre impression sur cette relative absence de cohésion sociale, comme on pourrait dire, et a-t-elle un rapport avec cette mort du roi? Il y a une vidéo qui tourne d'un homme extrêmement intelligent qui s'appelle Roberto De Mattei, qui nous dit que la désagrégation sociale, l'absence de cohésion sociale est conséquence de l'absence de sacralité. Or, il y avait 2 éléments sacrés dans notre France, c'était Dieu et le roi. On supprime les 2, on sort Dieu de la sphère publique et on décapite le roi. C'est un double drame qui ressemble à une sorte de suicide pour moi, parce que c'est la première fois dans notre pays que lorsque le roi est mort, on n'a pas crié « Vive le roi ». Il a suivi un silence couvert par les tambours, on le sait. Oui. Et je pense que ce traumatisme, il est toujours chez les Français. Et je crois que Bonaparte l'avait constaté en voulant recréer à sa façon un lien héréditaire en créant la monarchie impériale. Il manquait quelque chose à la France qui, à mon avis, manque toujours, et ce n'est pas le quinquennat d'un président de la République, c'est-à-dire un délai très court, qui va, en plus d'un point de vue laïque, je dirais, faire croire aux Français qu'ils ont un père retrouvé, un patron, quelqu'un qui est là, qui est dépositaire d'une autorité d'une façon naturelle. Bon, la preuve, c'est qu'on est obligé de reconfier son destin national à quelqu'un de différent à chaque fois. Donc nous sommes des orphelins depuis le 21 janvier 1793. Enfin, c'est une analyse. Et s'il n'y a pas de père, puisqu'en fait le président de la République ne se présente pas comme un père, s'il n'y a pas de père, il ne peut pas y avoir de frère. Il n'y a pas de frère, et il n'y a pas de famille, et il y a un abandon de beaucoup de choses. Oui, ça va très très loin. Ça va très loin. Je pense qu'on voit très bien la comparaison des monarchies européennes qui existent. Chez elles, l'avenir a un visage. Nous, non, c'est l'inconnu. Alors, en effet, dans ces très beaux portraits des monarchies européennes, nous sentons en effet cet accord entre un peuple et ses monarques. Alors, vous abordez cette question des monarchies pendant la guerre, qui connaissent d'effroyables soubresauts et, pour certaines, leur disparition. Comment expliquez-vous quels sont les différents faits? Si vous voulez, lorsque j'ai pris connaissance des programmes de commémoration de la Première Guerre mondiale, j'étais stupéfait de voir qu'on allait parler de mouvements politiques, de mouvements de troupes, évidemment, conséquences sociales, et on ne parlait pas des hommes et des femmes. Au travail. Voilà. On ne parlait pas des gens qui étaient aux manettes, qui, selon les constitutions et les régimes, avaient plus ou moins de pouvoir, mais pouvaient décider de la guerre. Alors c'est valable surtout évidemment pour le premier conflit mondial. Donc avec beaucoup de prétention, j'ai pensé qu'il y avait un livre qui n'existait pas et qui présenterait les gens en marge des événements terribles de ces cataclysmes du XXe siècle, dans leur vie personnelle, intime, privée, amoureuses, officielles et clandestines, dans leurs fantasmes, dans leur santé, dans leur violon d'ingres, etc. Et on a des personnages dont certains sont évidemment très très curieux, parce que un homme comme le roi Victor Emmanuel III d'Italie règne de 1900 à 1944. C'est lui qui nomme Mussolini en 1922, c'est lui qui le fera arrêter. Ce sont tout de même des destins pas courants. Alors, il y a des gens étonnants dans cette galerie. J'ai une grande faiblesse pour la reine Marie de Roumanie, qui est très belle et qui a d'abord empêché son pays francophile et presque francophone de sombrer dans l'allégeance avec l'Allemagne. Elle évite au roi Ferdinand, son mari, de signer le traité de Bucarest et elle vient à Paris. Et là, on a une rencontre entre deux mondes impossibles à concilier, Clémenceau et la reine Marie de Roumanie.
le président du Conseil a beaucoup d'estime pour elle, parce qu'elle est grande, belle, francophone. Il a demandé à Raymond Poincaré de l'élever à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Ce sera la seule personne en 1919 de ce rang qui recevra cette dignité. Clémenceau est ravi parce que la reine a des aventures et a des amants, mais le roi a l'élégance de ne pas s'en apercevoir. Rentrant chez lui, il s'aperçoit que quelqu'un sort de la chambre à 6 heures du matin, c'est la chambre de la reine, son épouse. Il lui dit, monsieur, pour sortir de la chambre de la reine à cette heure-ci, vous êtes soit son médecin, soit son confesseur. Donc c'est un homme de qualité. Alors ça fait rire Clémenceau, mais la reine arrive parce qu'elle n'est pas contente. Elle est la seule souveraine qui vient au traité de Versailles, puisqu'on n'a pas convié les empereurs qui restent, ni les rois qui restent. Ils sont représentés par leur gouvernement, leurs ministres. Il y a un cas particulier qui est le président Wilson américain, qui est à la fois chef d'État et chef du gouvernement. Ça a posé des problèmes de protocole. Mais la reine n'est pas contente, et elle le dit à Clémenceau. Elle réclame la Dobroudja, une partie de la Roumanie qu'on va évidemment charcuter dans des traités dont nous savons aujourd'hui qu'ils étaient dangereusement naïfs. Et il lui dit, mais madame, votre majesté réclame la part du lion? Oui, dit-elle, et c'est pour cela que je suis venu voir son cousin le tigre. Donc c'est une femme tout à fait charmante. Alors, il y a dans ce livre, si vous voulez, la vie courante, si je puis dire, pendant ces catastrophes, pendant l'entre-deux-guerres, avec les illusions, car les traités de Versailles et des traités connexes. L'entre-deux-guerres, c'est la grande illusion. C'est la grande illusion, pour reprendre le film de Renoir, parce que on a accumulé les frustrations, on a oublié les nationalismes, les haines religieuses, puisque pour Clémenceau et ses amis, la religion n'existait plus. Or, par exemple, dans les Balkans, entre les catholiques romains de Croatie, les Serbes orthodoxes, les musulmans de Bosnie, par définition, il faut inventer une cohabitation spirituelle. Et puis, ce qui m'a fasciné, c'est de voir un certain nombre de ces personnages et de leurs successeurs dans la Seconde Guerre mondiale qui sont guettés avec un bel appétit par Hitler et Staline, toujours les conséquences du traité de Versailles et des traités connexes, avec les conséquences que l'on connaît de nouvelles dictatures, de nouveaux terrorismes, et jusqu'à cette année 1950-52, où la reine Frédérica de Grèce, qui a survécu à tant de cataclysmes, a l'idée d'organiser à bord d'un paquebot qui s'appelle l'Agamemnon, ce qui est déjà un programme, la croisière des rois, c'est le titre qu'on va donner en disant il y a une Europe monarchique qui peut encore exister. Alors, elle a été dépassée par les événements puisque, effectivement, à bord de ce bateau, il y avait une princesse de Grèce et un prince Bourbon, c'était Juan Carlos et Sophie, les futurs souverains d'Espagne. Et je reviens à cette suite monarchique de l'Europe, d'une Europe retrouvée après l'effondrement du communisme, avec cet exemple extraordinaire de Siméon de Bulgarie. Qui retourne. Parce que lui, c'est fantastique. En 1943, son père, le roi Boris III, est convoqué, vraiment convoqué à Berchtesgaden pour voter des lois anti-juives. Ça ne plaît pas aux souverains. L'entrevue avec Hitler se passe très très mal. Et très fâcheusement, le roi Boris, qui était en très bonne santé, meurt brusquement. On ne sait pas si c'est Hitler ou Staline, enfin bref, une mort suspecte. Son fils, Siméon, qui a 3 ans, devient le roi. C'est une régence, évidemment. Il est chassé du pouvoir 5 ans plus tard par des dictatures populaires. 45 ans passent. La Bulgarie sort exsangue du joug communiste. On l'appelle, il refuse la présidence. Quand on a été roi, évidemment, c'est pas grand-chose, la présidence. Mais il accepte d'être chef du gouvernement, Premier ministre. Il redresse une première fois la Bulgarie. Et en 2002, aux obsèques de la reine-mère d'Angleterre, la fameuse Queen Mum, que Staline et Hitler avaient ratée, comme elle le disait elle-même, aux obsèques officielles, il se trouve parmi les chefs d'État, on va dire, et chefs de gouvernement républicains, face à ses cousins royaux. Mais au déjeuner qui suit, servi au château de Windsor et offert par la reine Elisabeth II, il est placé à la droite de la reine Elisabeth II, ce qui est vraiment une marque de courtoisie extraordinaire. Et à ce moment-là, le roi de Norvège, l'actuel souverain, lui dit à Siméon, bien revenu au club. Donc c'est assez extraordinaire, ce retour de la mémoire. Et ce livre est truffé de souvenirs, de rencontres, de témoignages que j'ai accumulés pendant 30 et 40 ans de reportage, notamment en Europe centrale, car j'étais persuadé qu'un jour,
cette Europe coupée en deux serait réunie. Donc les communistes n'avaient pas tout détruit, on avait gardé beaucoup de choses, comme en Russie, c'était caché. Les communistes sont conservateurs. Oui, très conservateurs, absolument, on peut leur faire confiance. Et donc c'est une Europe qui retrouve la mémoire, alors c'est très compliqué, en Grèce d'ailleurs la situation politique actuelle est exactement ce qui se passait, on appelait un roi, on le renvoyait, on voulait une république, on chassait le président de la République, ils sont impossibles, ils sont pires que les Français, les Grecs. Bon. Et nous avons des choses étonnantes. Simplement, je pense que c'était l'occasion de raconter qu'il y était un temps où l'Europe existait sans qu'on en parle toute la journée. Oui. Et c'est une Europe qui avait une âme, qui avait un idéal, un exemple de civilisation, alors qu'aujourd'hui, nous avons une Europe technocratique, froide, monétaire, qui ne parle que contraintes, budget, et qui ne veut surtout pas avoir de mémoire ni de passé. Bien sûr. Alors, comment expliquez-vous que ces monarchies aient été balayées de façon très systématique? Alors, ça dépend de l'époque. Bon, en 1918, il est certain que Clémenceau et ses complices ne veulent plus entendre parler de monarchie liée au catholicisme, à l'orthodoxie ou quoi que ce soit. Alors, il y a eu la révolution en Russie, le tsar est exécuté, on le sait, mais pour l'Allemagne, c'est quand même très injuste parce que d'un côté, nous avons un traitement de faveur pour Guillaume II. C'est tout à fait étonnant, oui. Et la pénurie, le bannissement pour Charles d'Autriche, donc c'est scandaleux. Avec des situations absolument monstrueuses. Alors, je vais lire le texte de Stefan Zweig que vous donnez, mais pour d'abord continuer sur l'empereur, il est tout de même... donc il va vivre après la guerre tout à fait bien, il va réclamer ses biens, son argent. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites que Lloyd George veut le poursuivre devant un tribunal. Devant un tribunal de guerre. Oui, devant un tribunal de guerre. Ce qui est très intéressant parce que c'est quand même une annonce de ce qui se passera. Absolument. Et on ne va pas vouloir parce qu'on veut surtout, dans le fond, on mélange. Est-ce que effectivement le monde protestant a joué à ce moment-là? Je m'interroge. En tout cas, toujours est-il que Guillaume II s'installe à Doorn grâce à l'accueil de la reine Wilhelmine des Pays-Bas. Il va recevoir tous ses biens, des trains entiers vont apporter ses meubles, ses tableaux, son argenterie, etc. Et il va recevoir une rente considérable malgré l'effroyable inflation de la République de Weimar. Alors il faut bien préciser que, contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'était pas du tout favorable au national-socialisme. Il a interdit qu'à ses obsèques il y ait eu la moindre croix gammée. Il avait simplement envoyé un télégramme à Hitler pour lui dire bravo d'être entré dans Paris, c'est ce que je n'ai pas pu faire. Mais il y avait une dérision. Et pendant ce temps-là, le pauvre Charles de Habsbourg va mourir de dénuement. C'est affreux. Mais alors, comment expliquez-vous que c'est la haine de Clémenceau et de ses complices contre les Bourbons, contre les Habsbourg. Alors, en fait, les Autrichiens étaient déjà rouges ou quoi? Oui et non, mais si vous voulez, ce qui est très injuste, c'est qu'on a reproché à Charles de vouloir faire la paix séparée. C'est la fameuse tentative via les Suisses à Neuchâtel. Bien sûr. Parce que Charles avait compris que c'était une boucherie inutile. Il voulait faire la paix. Bon, c'est quand même compliqué pour lui parce que ses deux beaux-frères, les frères de Zita, sont dans l'armée belge, donc sont adversaires. Et on va traiter Charles, ce qui est une honte, de lâche, alors que c'est un pacifiste qui veut arrêter la boucherie. Absolument. Mais Clémenceau s'y obstine et la guerre va durer des mois et des mois de plus et faire des dizaines et des dizaines de milliers de morts de plus. C'est la guerre à tout prix, au prix le plus fort. Il y a un très beau texte de Stefan Zweig racontant le départ de Charles. Je reconnus derrière la glace du wagon la haute stature dressée de l'empereur Charles et son épouse en vêtements noirs, l'impératrice Zita. Je tressaillis. Le dernier empereur d'Autriche, l'héritier de la dynastie qui avait gouverné le pays pendant 700 ans, quittait son empire. L'empereur, ce mot avait réuni toute la puissance, toute la richesse. Il avait été le symbole de la pérennité de l'Autriche. Et dès l'enfance, on avait appris à prononcer ces syllabes avec vénération. Et maintenant, je voyais son successeur, le dernier empereur d'Autriche,
quitter le pays en proscrits. Tous ceux qui nous entouraient sentaient l'histoire universelle dans ce spectacle tragique. Oui, c'est d'autant plus beau que Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, écrit cela. Ce texte sera publié après son suicide. Et c'est vraiment une description extraordinaire. C'est la fin. À une époque, Paul Morand dira aussi les Habsbourg, c'était l'Autriche. Alors, l'obstination des républicains français est dramatique. Parce qu'en piétinant l'Autriche-Hongrie, ce qui n'avait aucune raison sinon l'idéologie. Oui, c'est vraiment... C'est oublier l'observation et le conseil, voire l'avertissement de Talleyrand au Congrès de Vienne. Messieurs, ne détruisons jamais l'Autriche, c'est le rempart de l'Europe. Et effectivement, les dictatures vont se jeter là-dessus. Alors ce qu'il faut rappeler aussi, cher Anne, c'est que la fin de la Première Guerre mondiale accouche tout de même d'une nouvelle monarchie, compliqué, le royaume des Croates, des Serbes et des Slovènes, c'est-à-dire la future Yougoslavie, la Yougoslavie royale. Et là aussi, de même que pour Sarajevo ou pour l'assassinat d'Henri IV, ou plus près de nous, la mort du président Kennedy, l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie à Marseille en 1934 est un monument de bêtises, je dirais. Les services de sécurité, la police n'ont pas fait leur travail. Quant aux services d'urgence qui n'ont pas été capables de juguler des hémorragies, c'est assez consternant, c'est assez effrayant de penser à la naïveté des organisateurs. Et j'ai retrouvé un document qui est surprenant, qui est presque surréaliste, le train spécial qui allait raccompagner, en principe, le roi Alexandre Ier et le ministre des Affaires étrangères, M. Barthou, de Marseille à Paris, va remonter en convoi funèbre, rideau turé, avec les cercueils des deux victimes. Et le chef de brigade du wagon-restaurant de la compagnie Wagon-Lit a simplement consigné sur le menu, qui évidemment ne pouvait pas être présenté puisqu'il n'y avait plus aucune fête, non servi. On ne peut pas être plus sobre dans l'observation technique. Vous citez aussi une très belle phrase d'Anatole France qui n'était pas suspect de sympathie monarchiste, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui écrit tout de même à propos de l'empereur d'Autriche-Hongrie: l'empereur Charles a offert la paix. C'est le seul honnête homme qui est paru au cours de la guerre et on ne l'a pas écouté. Un roi de France, oui, un roi aurait eu pitié de notre pauvre peuple, exsangue, exténué, n'en pouvant plus. Mais la démocratie est sans peur et sans entrailles, au service des puissances d'argent. Elle est impitoyable, est inhumaine. C'est un texte extraordinaire, parce que Anatole France, c'était le socialisme barbu, immense écrivain, mais dont les idées étaient à l'opposé de la pensée monarchiste. Mais c'était un honnête homme. Et je suis tombé sur ce texte qui est absolument prodigieux et qui est exact, et qui n'est pas à la gloire française, parce que ça n'a rien à voir avec l'héroïsme des gens qui se sont battus, des victimes. Mais n'oublions pas non plus, ma chère Anne, que, contrairement à ce qu'on l'a dit, ce n'est pas Jean Jaurès, le premier mort de la guerre de 14-18. Les premiers morts, si on analyse l'engrenage, c'est l'amour conjugal. C'est François Ferdinand et son épouse, Sophie Kotek, qui sont morts à quelques secondes de distance à Sarajevo. 2 balles, 10 millions de morts. Une histoire d'amour assassinée, c'est le début de la Première Guerre. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Alors, vous évoquez aussi tous ces biens qui ont été confisqués et vous dites que certains commencent à être rendus. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples? Après la chute du communisme dans les années 90-91, le prince Alexandre de Serbie a pu regagner Belgrade avec des fonctions officielles, le prince de Monténégro, architecte qui vit en France, enfin la famille de Roumanie qui reçoit des missions diplomatiques. C'est un extraordinaire retour de la mémoire après l'expérience effroyable et de l'horreur communisme. Alors je trouve que c'est plutôt un signe d'espoir. Il est évident que les nouvelles générations ont intérêt à ce qu'on redécouvre leur pays, avec lesquels nous avons eu des liens ou des conflits, mais
justement, dans cette Europe de Bruxelles anonyme, moi je veux mettre des visages et des noms. Et on comprend par exemple en Roumanie pourquoi une femme comme Elvire Popescu va aimer la France si on voit l'histoire de la Roumanie. On comprend qu'il y a des choses tout de même extraordinaires. Après 1918, il y a encore un Hohenzollern, mais de la branche catholique, qui règne en Roumanie jusqu'en 1927. Quelle curiosité, hein, une monarchie qu'on n'a pas pu abattre. Donc ce livre remet en mémoire beaucoup de choses qui étaient oubliées ou peu connues, d'une façon, je crois, vivante. Très vivante. Parfois cocasse, parfois tragique, mais qui est une histoire de l'Europe qui, à mon avis, enfin, moi je ne l'avais pas lu, et vous savez, c'est horrible, les historiens, ils écrivent les livres qu'ils n'ont pas lus, hein, c'est affreux. Et Philippe Erlanger évoquait le dernier âge d'or. Oui, mais il s'arrêtait à 14, voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un nouvel âge d'or? Écoutez, je vois que les monarchies qui subsistent ou qui se portent bien, qui aurait prédit la monarchie espagnole restaurée? Il a fallu quand même reconnaître que Franco avait très bien préparé le candidat, le prince de Bourbon, et l'abdication de son père, qui était indispensable, s'est très bien passé. Je pense que toutes ces monarchies ont très bien rajeuni, j'allais dire, leur couple, leur personnel, parce que c'est important, le couple, dans l'image de la royauté, le couple et la famille. On va dire que ça nous manque un peu dans la République, mais il n'y a pas que ça qui manque. Bon. Alors, regardez ce qui s'est passé en Belgique, aux Pays-Bas. Bon, la reine de Danemark, qui est un personnage formidable, n'abdiquera pas, à mon avis, sauf raison de santé, mais c'est une femme formidable, hein, qui reçoit ses premiers ministres debout quand elle n'est pas contente et qui leur dit il faut que les gens qui viennent au Danemark connaissent notre histoire et parlent notre langue, ce qui me paraît une évidence. Donc il y a un courant sympathique, il y a les monarchies plus au nord, la Suède, la Norvège. Le roi de Suède est venu récemment en France. On n'a pas assez rappelé, tout de même, quand même, que c'est la seule monarchie dans, je dirais, l'obédience napoléonienne qui subsiste, en étant le descendant de Bernadotte, le sergent Bellembe, oui. Et puis, bon, la Norvège, avec ces gens qui ont vécu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et qui, étant neutres, ont été occupés. Regardez l'histoire du Luxembourg, du Liechtenstein, de la Belgique. Le fait d'être neutre n'empêchait pas de subir des tragédies. Le roi Albert Ier, le roi chevalier, a été extraordinaire. Il a maintenu, alors que son gouvernement s'est réfugié près du Havre, à Sainte-Adresse, lui est resté sur place avec la reine Elisabeth, de naissance allemande, et qui avait dit, la première, à Pierre Loti, un rideau de fer. Expression fantastique, nous sommes en 14-15, un rideau de fer est tombé entre mon ancien pays et moi, je suis reine des Belges. Bon, ces gens merveilleux. Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale, Léopold III, ce sera moins brillant pour d'autres raisons. Bref, ce sont des spasmes. J'ai voulu montrer, rappeler que les souverains, les monarques étaient avant tout des êtres vivants, avec leurs forces, leurs faiblesses, leur bonheur, leur malheur, comme nous tous et nous toutes. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Merci beaucoup, Jean Descartes. J'invite beaucoup les téléspectateurs à lire le Sceptre et le sang, qui nous rend l'histoire de l'Europe de façon extrêmement charnelle, vivante, avec des informations tout à fait nouvelles. On ne savait rien sur ces monarchies, c'est sûr. Et donc, pour ce très beau livre, soyez remerciés, Jean Descartes. Mais c'est moi qui vous remercie de votre accueil. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Bonjour, chers amis de TV Liberté. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons convié un pianiste, un grand soliste, Jacques Dore. Bonjour, Jacques Dore. Nous venons de vous écouter avec bonheur au Conservatoire de Versailles. Vous avez offert un très beau récital Chopin, et nous allons en parler. Ou peut-être tout de suite, mais préalablement, j'aimerais savoir et faire savoir comment naît une
une vocation de pianiste. Comment vous avez décidé de consacrer votre vie au piano? Écoutez, je ne sais pas, ça s'est fait petit à petit. Beaucoup de musique à la maison? Moi surtout, mais vous surtout. Un petit peu, oui. Donc très jeune, très jeune. Et oui, vers 5-6 ans, j'ai commencé le piano. Ma grand-mère m'a donné des cours. Mais donc ça s'est fait peu à peu. Donc une grand-mère bonne fée. Voilà. Et puis plus tard, je suis rentré au conservatoire, mais ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu de... Naturellement. Oui, il n'y a pas eu de chose particulière. Naturellement. Alors, vous avez en effet beaucoup travaillé au conservatoire de Versailles et vous publiez des CD, de jolis CD. Et j'ai envie d'évoquer alors le dernier né, on va évoquer le dernier né, Chopin. Vous avez, qui s'appelle Intégrale des pièces isolées, et c'est publié chez Rejoice. Qu'est-ce que c'est que cette intégrale des pièces isolées de Chopin? C'est une première parce qu'elles n'avaient pas été réunies. Oui. Ce sont toutes les pièces qui échappent à tous les grands cycles de valses, de nocturnes, d'études. Ça regroupe aussi bien des chefs-d'œuvre comme la barcarolle, la berceuse, la fantaisie, que des pièces moins connues comme la marche funèbre. La marche funèbre, la deuxième, celle qui ne fait pas partie de la sonate funèbre, donc beaucoup moins connue. Il y a aussi un canon, une fugue, il y a des pièces totalement insolites. Et donc, pour résumer, il y a 6 pièces assez importantes publiées par Chopin de son vivant. Et puis, il y a 17 petites miniatures posthumes de Chopin que finalement, on pouvait trouver ça et là sur des compilations, mais jamais regroupées. Et finalement, ça peut faire un cycle en soi, puisque ça tient sur un disque. C'est vraiment une petite merveille, ce CD. Alors, parlez-nous de cette marche funèbre. D'habitude, une marche funèbre est infiniment triste. Et là, je trouve que c'est au contraire... cette marche est pleine de douceur. On entre dans un monde céleste et il n'y a pas cette tristesse accablante qu'il y a d'habitude dans une marche funèbre. Disons que la partie centrale est très lumineuse, effectivement, et elle donne un peu d'espérance par rapport à la première partie, qui est la marche proprement dite, qui est beaucoup plus saccadée, avec le rythme qu'on connaît. Oui. Alors, on va entendre un petit morceau, un petit bout de cette marche funèbre. Malheureusement, on ne peut pas tout entendre. Joué par Jacques Dore. Et ce morceau est extrait des intégrales des pièces isolées. C'est publié chez Rejoice.
Maintenant, nous allons entendre les premières mesures de cette très célèbre berceuse qui est enchanteresse, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette berceuse? Il y a un détail qui est pas qui est connu, mais pas tellement. C'est qu'en fait, Chopin était à Nohant quand il l'a composé, oui. Et qu'à ce moment-là, il y avait... Nohant, donc la maison de Georges Sand. Et une amie de Georges Sand, qui était Pauline Viardot, qui était du coup une amie de Chopin également, avait sa petite fille avec elle. Et finalement, c'est une des seules fois où Chopin s'est retrouvé en contact, disons en France, avec un enfant en bas âge. Et ça a coïncidé avec la berceuse. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas. Et en tout cas, par ailleurs, c'est un de ses plus... Enfin, un de ses très grands chefs-d'œuvre de ces dernières années. C'est un de ses très grands chefs-d'œuvre et c'est toujours un enchantement de l'entendre. Ça annonce aussi un peu l'impressionnisme musical, enfin entre guillemets, hein, oui. En tout cas Debussy et d'autres. Et je ne sais pas quoi en dire plus. Hein. On va l'entendre. Autre CD, alors vous avez interprété un auteur contemporain, François Leclerc. Alors qui est François Leclerc, Jacques Dore? Alors François Leclerc est un compositeur français né en 1950. C'était également une première parce que ces œuvres-là n'avaient jamais été enregistrées. Il s'agit de sa musique de chambre. Avec une majorité de pièces pour piano et aussi des leaders avec baryton et piano, et puis une pièce pour alto seul. Donc François Leclerc est quelqu'un dont j'avais entendu les œuvres pour orchestre. Oui. Ça m'avait beaucoup plu. Et puis je l'ai entendu également faire... des conférences sur la musique du XXe siècle et à la façon dont il parlait de la musique, j'avais vraiment senti qu'il y avait quelqu'un de très vrai et qui va bien avec sa musique finalement et qui est une musique qui me plaît tout particulièrement. Donc on va entendre le début d'une pièce qui s'appelle Sacrifice. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Alors c'est un poème de Gilles Gourdon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une référence au sacrifice de la croix. Oui. Après, les paroles chantées par le baryton parlent d'elles-mêmes. Parlent d'elles-mêmes. Donc écoutons le Sacrifice, François Leclerc, interprété par Jacques Dore, et c'est publié toujours chez Rejoice. Et le baryton est Simon de Gligny-Asti, qui est également un ami à moi, et c'est lui qu'on va entendre aussi. Très bien.
Donc après cet extrait de François Leclerc, Sacrifice, avec la voix de Simon de Glignasti, Jacques Dore, nous allons présenter votre 3e CD que j'aime beaucoup, qui est un CD qui a 2 ans déjà. Oh, beaucoup plus. Beaucoup plus. Il date de 2008 ou 2009. Ah oui, que j'avais entendu, je vous avais entendu. Alors ça s'appelle Récital de Noël. Parce que vous aviez publié à Noël, vous aviez joué à Noël. Ce sont toutes des pièces pour piano sur le thème de Noël. Sur le thème de Noël, voilà. En général, on connaît celle pour orgue, celle pour chœur d'enfants, oui. Mais on connaît rarement celle du répertoire classique. Et donc, il y a quelques pièces de Mendelssohn, Liszt, Tchaïkovski, Bartók et Messiaen. Alors, ça, c'est très, très joli. On va entendre de Mendelssohn l'Andante sostenuto, qui est vraiment, qui donne un bonheur fou. C'était donc extrait du récital de Noël Jacques Dore, une pièce de Mendelssohn. Il y a aussi Tchaïkovski, Bartók, Messiaen et une pièce étonnante de Liszt qui a joué un Adeste Fideles. Ça, c'est très étonnant, c'est très très joli parce qu'on reconnaît bien l'Adeste Fideles. Donc on va entendre ce morceau. Et maintenant, parlons de votre concert, puisque vous produisez au théâtre de Saint-Louis-en-l'Île. Oui, alors... très prochainement. Ça sera en début février. Le 5 et le 6, 10, 11, 12 à 18h30. Voilà, exactement, 39 quai d'Anjou. 39 quai d'Anjou. Et il s'agit d'une anthologie de pièces assez connues pour le piano, ouais. Donc des pièces comme
Le clair de lune de Beethoven, celui de Debussy, Rêve d'amour de Liszt, tous les grands classiques du genre, j'allais dire, qui sont connus au piano. Donc c'était. Donc pour initier des jeunes, c'est fantastique aussi. Ah, oui, en général, c'est un programme qui plaît dès la première écoute assez spontanément. Oui. Et vous n'allez pas en faire un CD? Ça serait merveilleux. Il faut en parler à Harry Joyce. C'est pas exclu, mais c'est pas prévu. Il faut en parler à Harry Joyce, absolument. Alors, vous avez aussi, enfin accepté qu'on utilise, c'est toujours chez Harry Joyce, qu'on utilise des pièces de votre récital de Noël pour un CD qui s'appelle Mon cahier de poésie, et ce sont des enfants qui disent des poèmes très célèbres que vous connaissez tous, les adultes d'un certain âge, Charles d'Orléans, Marceline Desbordes-Valmore, Victor Hugo, Peggy, Maurice Carême, La Fontaine. Et ces enfants le disent très très bien, ce sont des enfants du primaire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en apprenant la poésie, ils peuvent aussi s'initier au piano en écoutant les très beaux morceaux que vous jouez. Et je crois que ça, il faut que la Société Harry Joyce vous remercie d'avoir accepté qu'on prenne des petits morceaux de votre CD pour illustrer Mon cahier de poésie, donc toujours publié chez Harry Joyce. Quel autre projet, Jacques Dore, après ces concerts? Quel désir? D'autres concerts, cette année certainement consacrée à la musique russe, avec Moussorski, les tableaux d'une exposition, qui sera peut-être couplé avec du Prokofiev ou du Scriabine, enfin je ne sais pas très bien. Et puis je reprendrai justement également mon duo avec Simon de Gliniasti. Pour également des récitals de musique russe. Après, il y a également, j'espère, bientôt l'enregistrement d'un deuxième disque, François Leclerc, qui m'a écrit une sonate et que je dois donc créer peut-être à l'automne prochain. Et puis, bien sûr, toujours Chopin, ce que j'ai joué. Toujours Chopin. Et puis, plein d'imprévus, je pense. Notre éternel Chopin, notre merveilleux Chopin. Merci beaucoup, Jacques Dore, de nous avoir introduit à votre œuvre avec ces trois CD. Donc, le récital de Noël, Mendelssohn, Tchaïkovski, Liszt, Bartók et Messiaen, Chopin, l'intégrale des pièces isolées, c'est le dernier né, chez Harry Joyce, toujours, et cette œuvre contemporaine, celle de François Leclerc. Merci beaucoup, Jacques Dore. Merci à vous de m'avoir invité. Et prévenez-nous dès vos prochains concerts et nous inviterons les amis de TV Liberté à aller vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour notre rubrique Patrimoine, nous interrogeons Maxime Gabriel, notre spécialiste, sur 3 projets, les uns étonnants, les autres curieux. Et nous allons à Paris. Et nous allons à Paris cette semaine. Allons à Paris. Êtes-vous ringarde, ma chère Anne? Non, bien sûr que non. Vous n'êtes pas ringarde. Non. Donc vous serez ravis d'apprendre que la mairie de Paris a plein de projets pour déringardiser Paris. C'est merveilleux, vous allez voir. Le premier... En fait, si, je suis très Je crois ringarde. que vous êtes ringarde. On le saura à la fin de cette rubrique. Le premier, alors c'est un projet qui est malheureusement contrarié par les associations, puisque vous savez que à la Samaritaine, le projet était de démolir les bâtiments sur la rue de Rivoli pour construire ce qu'on appelle le rideau de douche, qui est un projet lyrique, moderne, et qui donne ses lettres de noblesse à l'architecture d'aujourd'hui au cœur de Paris. Je cite in extenso les paroles du communiqué de presse que la ville de Paris avait fait à l'époque. Manque de chance, des associations de défense du patrimoine avaient protesté en disant que cette nouvelle construction... J'ai vu l'exposition. Non seulement elle était très laide, mais surtout elle était illégale, ce qui est quand même un petit peu plus gênant. Et donc a réussi à faire interdire par la Cour administrative d'appel
le permis de construire, et donc maintenant c'est fini, c'est-à-dire que le grand rideau de douche devra être annulé. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'entre-temps, les immeubles du 19e siècle et du 18e siècle qui étaient là ont été démolis. Déjà. Ah bah oui, c'est toujours plus pratique de démolir avant d'être condamné. Vous savez, moi, je vous conseille plutôt, si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-le avant qu'on vous l'interdise. C'est toujours plus pratique. Au pire, c'est trop tard. Bon. Donc pour le patrimoine, c'est pareil. Démolissez. Si on vous l'interdit, vous direz c'est pas de ma faute, j'ai fait ce que j'ai pu. On pourrait les condamner à reconstruire à l'identique. Oui, mais enfin, reconstruire à l'identique un bâtiment du 19e siècle, ça n'a aucun sens. Pourquoi pas détruire Versailles pour le reconstruire à l'identique? On n'est pas en Chine. Bon, tout ça est grotesque. Alors, ce qui est quand même encore plus grotesque, c'est que la mairie de Paris a perdu donc en appel, c'est-à-dire pour la deuxième fois. Je rappelle que la mairie de Paris a établi un plan local d'urbanisme qui précise que ce genre de construction dans cet endroit est interdite. Le tribunal dit, sur la base du plan local d'urbanisme établi par la mairie de Paris, cette construction n'aurait pas dû exister, donc on l'interdit, et la mairie de Paris refait appel, et donc va en cassation. Ils ne gagneront pas, mais ce sera toujours 2 ou 3 ans de gagné pour le promoteur étant en cheville avec le propriétaire, qui est, vous l'aurez compris, LVMH. Les liens d'amitié qui existent entre la mairie de Paris socialiste et LVMH sont évidemment inexistants et ne sont pas du tout à l'origine d'un certain nombre de grands projets illégaux tels que la Fondation LVMH ou la Samaritaine, évidemment. Donc ça, c'est le premier projet, qui est évidemment un projet qui est maintenant soutenu par tous les médias, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a une pression médiatique absolument sans précédent sur ce sujet, où les médias, à commencer par les Échos, Europe 1, etc., demandez-vous qui sont les propriétaires de ces médias. Je vous laisse deviner que certains appartiennent au groupe LVMH ou directement à son propriétaire, font campagne en disant que les juges ont été de mauvaise foi, puisque les juges ont jugé sur l'esthétique et que les juges ne comprennent rien. Oui, et que l'esthétique en architecture, c'est une idée complètement sotte et obsolète. Et puis surtout, vous faites partie de ceux qui auraient refusé la Tour Eiffel. Ça, c'est l'argument suprême, c'est la reductio ad titularum. Oui. Vous êtes un réactionnaire, vous auriez même refusé la Tour Eiffel. Fichtre, rien que ça. Sauf que, manque de chance, les juges ne jugent pas sur la beauté, ils jugent sur le droit. Et quand le plan local d'urbanisme établi par la mairie de Paris établit une hauteur maximum et un style à entretenir, et qu'il n'est pas respecté par le permis de construire, les juges l'annulent. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Mais si vous avez le malheur de dire que la justice a été rendue, vous prenez des salves d'insultes, ce qui est assez savoureux au début, mais assez fatigant à la longue, il faut quand même bien le dire, puisque vous êtes forcément un réactionnaire qui n'a rien compris, parce que le problème de Paris, c'est que c'est une ville ringarde, on l'a dit en préambule, et donc ça manque d'architecture contemporaine. On étouffe dans cet ancien, il faut de la hauteur pour pouvoir respirer. Voilà. Parce que vous savez que cette ville haussmannienne des 18e, qui, au bas mot, nous accueille depuis une centaine d'années, est une ville étouffante et réactionnaire, et que seul le moderne compte. Alors, et ça tombe bien, parce que des projets, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, il y en a un au Louvre. Alors là, c'est un projet qui est encore à l'état d'ébauche, mais dans le cadre d'une restauration partielle, vous savez, sur les galeries, on voudrait enlever une partie des statues, parce que vous comprenez, toutes ces statues, c'est quand même ouvertement réactionnaire. Oui, ça bloque la perspective. Alors que ce sont des statues d'une grâce infinie. Certaines italiennes. La grâce n'existe pas. La grâce, quel vilain mot. Compte, c'est là aussi obsolète, oui. Parce que vous comprenez que ça bouche, après, ça risquerait de boucher la vue sur la merveilleuse grande roue des frères Campion, installée grâce à la mairie de Paris en toute illégalité. Exactement. Ce serait quand même dommage. Exactement. Mais, toujours sur notre axe historique, vous savez, le grand axe Est-Ouest, qui depuis Obama, la Renaissance, guide l'architecture parisienne. Et là, nos amis socialistes de la ville de Paris feraient bien de s'inspirer de Mitterrand, qui lui avait bien compris la logique de l'axe Est-Ouest en faisant construire l'Arche de la Défense, qui n'est pas le plus beau monument du monde, mais qui a le mérite de marquer une perspective. Et donc, le problème numéro 1 à Paris, ce sont les Champs-Élysées. Puisque quand vous allez aux Champs-Élysées, vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de problèmes, en particulier des problèmes de délinquance, des problèmes de mendicité professionnelle, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat, des problèmes liés à des commerces qui sont tout sauf en phase avec la grandeur de Paris. Je ne suis pas sûr que, pour citer des marques, après tout citons-les, je ne suis pas sûr que Quick, Bistro Romain ou Abercrombie et Fitch soient des marques qui soient tout à fait dans l'esprit de la grandeur de la France, comme peuvent l'être Cartier, LVMH ou même le Fouquet d'une certaine manière. Bon. Mais, ou Peugeot automobile. Bon. Mais admettons.
Et donc, vous savez comme moi, vous connaissez la méthode d'Algo, de la fameuse Annie d'Algo, comme j'appelle la maire de Paris. La méthode d'Algo, c'est quand une chose est sale, qu'est-ce qu'on fait, ma chère Anne? On la rénove. Vous la nettoyez, mais on la rénove. C'est-à-dire comme la place de la République est sale, donc on casse tout et on refait. Donc au lieu de dépenser 500 000 € de nettoyage, on dépense 27 millions pour le refaire. Les Champs-Élysées, c'est pareil. Donc pour les Champs-Élysées, il y a un projet d'un grand architecte d'ailleurs qui s'appelle Viguier, qui a fait des tas de tours, de cinéma, de sièges d'entreprise, etc. Le projet qui n'est pas forcément mauvais partout, mais c'est un projet qui est intéressant par son nom. Et son nom, c'est déringardiser les Champs-Élysées. C'est pas moderniser, c'est déringardiser. Sachant que les Champs-Élysées ont été refaits dans les années 80-90, déjà, avec une reprise des contre-allées, puisqu'il y avait des contre-allées sur les Champs-Élysées, ce que certains semblent ne pas savoir, pour rajouter des arbres et agrandir les commerces, puisque c'est vrai que cette avenue sur laquelle on pouvait se promener, c'était vraiment épouvantable. Donc il fallait rajouter un peu plus de cafés-restaurants. Et les terrasses de restaurants qui se sont installées. Évidemment, ça aurait été dommage de se priver des terrasses de cafés-restaurants, entre lesquelles on slalome gentiment, parce que les mendiants d'un côté, les terrasses de l'autre, c'est un slalom charmant, on s'entraîne pour les sports d'hiver sur les Champs-Élysées, dans la descente, et dans la montée, on fait de la randonnée alpine. C'est extraordinaire. Et donc le projet, c'est déringardiser. Alors il y a des choses intéressantes, en particulier, c'est allonger les Champs-Élysées sur les rues latérales, notamment Balzac, Lord Byron, etc. Dans ça, pourquoi pas, mais si on regarde bien les photos, on voit qu'en fait, il y a une espèce de centre-commercialisation de ces rues, puisqu'on devine même certains toits en verre au-dessus de certaines rues. Donc dans quelle mesure étendre les Champs-Élysées, c'est pas transformer les Champs-Élysées en gigantesque centre commercial? On peut se poser la question et avoir quelques doutes quand même sur la pertinence d'un projet, parce que quand une rue devient un centre commercial, moi, j'appelle pas ça déringardiser, j'appelle ça commercialiser. Mais non, je réponds à l'appel du grand fleuve, vendre. Ce serait dommage de s'en priver. Et puis, l'autre point, évidemment, c'est deux choses. Alors, la première chose, c'est les transports. Puisqu'évidemment, le problème aussi sur les Champs-Élysées, c'est que c'est une autoroute urbaine. Forcément, comme toutes les autres artères sont interdites ou à sens unique, les gens prennent les Champs-Élysées, si vous voulez, ça c'est pas né par hasard. Donc il y a trop de voitures sur les Champs-Élysées. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop de voitures quelque part? On décrète piétonnier. Alors, le quartier piétonnier. Dans un endroit normal, on construit une déviation, où on cherche des solutions alternatives. Bon, à Paris, vous savez, à Paris c'est magique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une ville magique? Eh bien, on décrète qu'il faut les interdire. Donc une fois qu'on aura décrété qu'il faut les interdire, les voitures vont s'envoler de façon magique et il n'y aura plus personne sur les Champs-Élysées. Donc le projet, c'est piétoniser les Champs-Élysées le week-end, puisque c'est bien entendu que les Champs-Élysées piétons, ce sera absolument extraordinaire. On pourra même mettre des petits jeux Disney au milieu, on ne sait jamais, ce sera beaucoup plus beau. Et puis installer des systèmes de trams urbains, écolos, biologicaux, tout ce que vous voulez, qui permettront d'aller d'un bout à l'autre des Champs-Élysées. Alors, on veut déringardiser, moi ça m'amuse un peu, puisqu'en fait on recrée le tram qui existait au début du XXe siècle et qu'on avait supprimé pour déringardiser les Champs-Élysées dans les années 60. Donc déringardiser en refaisant les Champs-Élysées de 1900, c'est quand même assez savoureux. Et le dernier point sur les Champs-Élysées, là aussi vous allez voir, c'est extraordinaire, on veut créer une forêt connectée. Alors vous allez me dire, créer une forêt sur les Champs-Élysées, comment est-ce possible? Alors ce qu'ils appellent créer une forêt, c'est en fait reprendre la partie bois, puisque les Champs-Élysées c'est en fait deux parties. Il y a la partie bois qui fait environ un tiers entre la Concorde et le rond-point des Champs-Élysées qu'on appelle maintenant le rond-point Marcel Dassault, puisque ça aurait été dommage de conserver un grand nom pour pour une de nos artères qui soit un de nos fleurons. Moi, je propose qu'on rebaptise Place de la Nation Charlie Hebdo, par exemple, et Place de la République LVMH, puisqu'ils ont l'air d'y tenir. Mais c'est très intéressant d'ailleurs dans le discours, je fais une parenthèse, mais vous voyez que toutes les manifestations ont lieu dans deux places dont on a changé le nom au moment de la Troisième République, c'est Nation et République. Et systématiquement, elles ne se font pas sur les Champs-Élysées, elles se font de la République à la Nation. Et vous habituez, c'est la démarche trotskiste, vous savez, de rééducation par le langage, sur le long terme, vous habituez les gens à leur dire et à leur faire
croire que toutes les grandes manifestations où le peuple se rassemble vont de la République à la nation. Et donc on vous répète de la République à la nation, de la République à la nation, de la République à la nation, de la République à la nation. Les bonnes. Ah bah les autres ont lieu ailleurs. Les autres la manifestation sont mises pour dans tous, le 7e arrondissement. Elle a lieu dans le 7e arrondissement parce qu'elle n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Bien sûr, merci de me rappeler. La République et la nation, c'est la même chose. Oui. Et ça, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. C'est par la République qu'on arrive à la nation. Non, mais d'un point de vue sémantique, c'est passionnant. Bon. Donc pour les Champs-Élysées, ça n'a pas du tout la même valeur, puisque ce n'est pas du tout l'artère majeure de Paris depuis 4 siècles. Donc on peut la rebaptiser d'un autre nom. Et donc, elle est aussi... on va créer une forêt. Alors créer la forêt... Tactiquement, elle est aussi dangereuse, puisqu'elle est tout de même proche du centre du gouvernement. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut la contrôler et la rendre piétonne, pour pas qu'on puisse avoir des voitures méchantes. Voilà. Mais donc cette partie bois, qui effectivement est délaissée, va être réinventée. Déringardisé, parce que c'est ringard le bois. Alors qu'est-ce qu'on va faire au lieu... Non, on ne va pas planter. On va simplement nettoyer un peu, installer des zones de loisirs, donc comprendre des commerces et des jeux, évidemment. Surtout des commerces, parce que sinon, si on n'a pas de commerce, on s'embête. Vous savez, c'est comme Avenue Foch. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de commerce. On va laisser les petits chalets de M. Campion, peut-être. On pourra les mettre de temps en temps, parce que c'est tellement beau. Qui n'a pas envie de manger de la barbe à papa ou d'acheter des petits joujoux fabriqués en Chine ou d'aller aux autotamponneuses sur les Champs-Élysées? C'est vrai, ce serait quand même trop dommage. Mais surtout, cette forêt, qui est ringarde, sera connectée. Parce que c'est ça, quand vous passez dans la partie bois des Champs-Élysées, vous ne captez que la 4G, mais vous n'êtes plus connecté à vos réseaux. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dépêchez de courir, n'est-ce pas, comme toutes les familles, de courir dans cette terre boueuse pour rejoindre la partie commerce où, ouf, il y a enfin quelque chose à faire. Non. Plus simplement, on voit bien que tout ça tient de la plus grande débilité mentale. Donc on nous explique qu'on va faire du verre alors que le verre existe déjà, qu'on va connecter des choses qui n'ont pas besoin d'être connectées. Alors je vous passe évidemment, parce que les images parlent d'elles-mêmes, le fait que les Champs-Élysées vont être rhabillés, parce que les immeubles en pierre, ça aussi c'est ringard. Donc on va faire des immeubles en verre ou des façades en verre sur les immeubles en pierre, des façades plus hautes aussi, parce qu'il faut bien qu'il y ait des commerces plus importants. Et on va supprimer une partie des toits pour faire ce qu'on appelle des rooftops. Parce que ce que les Parisiens aiment maintenant, les Parisiens qui, contrairement à vous, ma chère Anne, ne sont pas ringards, ils aiment aller sur des rooftops pour aller boire des verres le soir et s'amuser entre amis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les terrasses du McDonald's et du bistrot romain ou de la brioche dorée sont tellement envahies par les mendiants professionnels qu'effectivement, maintenant, il faut remonter dans les rooftops. Alors donc, on va supprimer... l'élite sera au-dessus. Évidemment, dans ce nouveau quartier complètement repensé et connecté, sera au-dessus des manants. Ce sera absolument merveilleux. Et donc, ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que ça veut dire qu'on va supprimer les toits du quartier. Or, au même moment, la ville de Paris demande à l'UNESCO de classer les toitures de Paris au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, si vous ne voyez aucun lien logique entre tous ces éléments, c'est normal, vous êtes à Delanopolis, sous l'ère de Madame Hidalgo. Et tout ça aura lieu, je vous demande, ma chère Anne, quand? Alors je vous laisse deviner, c'est un projet qui devrait entrer en œuvre vers 2020, c'est-à-dire 6 mois avant l'élection municipale, où j'imagine que certaines personnes aimeraient bien être réélues en claquant 400 millions, parce que ça coûte 400 millions. C'est ça. Mais qu'est-ce que 400 millions quand il s'agit d'une réélection? Alors que la ville est, je crois, terriblement endettée. Oui, la ville est surendettée, mais c'est pas grave, parce que comme il faut se déringardiser, on vend. Alors on appelle ça réinventer la ville. On réinvente la ville, ça veut dire qu'on vend les immeubles anciens, en particulier les hôtels particuliers du 16e, 17e et 18e siècle, notamment des anciens conservatoires, l'ancienne école de médecine, les anciens locaux des directions des affaires culturelles. Ça, on vend pour déringardiser, ce qui permet de réinventer Paris. Et vous voyez, je parlais de sémantique tout à l'heure, mais tout est dans la sémantique. En réalité, on est dans une ville qui est pleinement dans la démarche trotskiste et qui utilise tous les mots de la novlangue pour nous faire croire que si nous sommes contre, nous sommes, réductio ad Hitlerum, des méchants ringards, et si nous sommes pour, nous sommes modernes, connectés, tendance, bref, nous sommes d'aujourd'hui. Et donc, ma chère Anne, vous qui auriez même refusé la Tour Eiffel, qui auriez probablement pendu Jeanne d'Arc,
Non, non. Peut-être même brûlé. Non, vous êtes donc une réactionnaire, vous êtes exclu du champ des valeurs républicaines et vous pourrez vous réfugier dans le 7e arrondissement. À propos des valeurs républicaines, pouvez-vous m'aider dans la législation des panneaux de co? Ce matin, en venant sur l'autoroute, j'ai vu des panneaux de co sur lesquels était inscrit « Je suis Charlie ». Alors, est-ce que ce n'est pas un détournement politique d'une activité commerciale? On a donné des panneaux de co, enfin, on a vendu des panneaux de co à M. Decaux. Est-ce que c'est pour faire passer un message politique? Demain, ça va être, ça peut être autre chose. C'est un début, je suis Vous savez, quand on est un commerçant, on a intérêt à vendre. Donc, on vend des abribus, en l'occurrence, contre de la publicité. Donc, il faut être ami avec le pouvoir. Non, mais vous imaginez, un jour, on va avoir sur tous les abribus un message politique. Alors, est-ce qu'il faut maintenant rappeler les abribus Charlie? Voilà. Voilà. Je suis à Charlie et j'attends l'autobus. Bon, je voudrais faire une émission sur ces affichages dans les villes, sur les abris bus, sur les panneaux, et cette décision de la ville de Grenoble de supprimer complètement ces espaces publicitaires. Travaillons la question, cher Maxime Gabriel. Nous travaillons la question. C'est un sujet important. Merci beaucoup pour ce brillant exposé, très drôle, sur des choses un peu sinistres. Et donc, ma chère Anne, nous laissons nos amis ringards ou tendance à leur écran. Merci, Maxime Gabriel. Ami de Téléville Liberté, à une autre séquence de Perles de Culture.